Alors, quelle méthode de recherche? Première méthode, évidemment, la littérature. Qu'est-ce qu'on a écrit sur le sujet pour éviter de réinventer la roue, qui est toujours le cas en didactique, on réinvente systématiquement la roue, on refait les choses qu'on a déjà faites avant. Voilà. Autrement, nos méthodes, c'est pré-test, post-test ou suivi continu à travers notre spécialité, vous voyez, un peu particulière, où on peut soit écouter directement, soit enregistrer. Et toujours, c'est toujours lié à des innovations ou lié à des formations. Pré-test, post-test, par des questionnaires ou par des canevas d'entretien. Là, c'est des canevas, des questionnaires par rapport à un jeu sur la complexité pour des entreprises et pas pour l'école. Prenons une recherche, par exemple, on a été commandité par la Cité des Enfants pour fabriquer un jeu dont on pourra discuter d'abord si c'est un jeu, c'est-à-dire un interactif où l'enfant devait soit manger quelque chose, soit respirer, et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son propre corps. Alors là, est-ce que c'est un jeu ou pas? Bon, l'enfant est libre de venir voir ce qui se passe, donc ça peut être considéré comme un jeu. Nous, ce qui ne nous intéresse pas, c'est pas forcément ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment rendre quelque chose qui soit de ce type, qui soit ludique d'une part, et qui soit lisible et qui soit compréhensible pour un jeune public. Alors pour cela, évidemment, toujours on travaille sur les questions, les conceptions du public avant, par des questionnaires, des observations, des réponses à des interviews, etc. Un travail, bien sûr, sur la référence, qu'est-ce qui se passe dans le corps à travers qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme image, rayon X, numérique, scanner, etc. Et puis, une démarche, si vous voulez, de partir, d'une part, de définir un message qu'on aimerait faire passer dans ce jeu, de bien connaître le public et voir comment ce public peut interagir par rapport à ce message, et puis tenir compte, évidemment, dès le départ, des contraintes qu'on pouvait avoir, contraintes techniques, contraintes financières, contraintes de temps. Ce qui nous amène à choisir un propos. Ce propos constitue un premier niveau de formulation du jeu. Et ce jeu, une fois fabriqué, soit dans le détail, soit en maquette, est ensuite testé auprès du public pour voir son impact, son intérêt. Et à ce moment-là, de nouveau, on travaille sur les contraintes techniques, ou on travaille avec les concepteurs pour améliorer la créativité de ces jeux. Et on arrive au produit. Voilà un type de recherche très appliqué pour fabriquer des jeux. Autre type de recherche, par exemple, sur les jeux de rôle, qu'on a beaucoup utilisé. Le jeu de rôle, on va y revenir, c'est une activité dans laquelle la personne incarne soit un personnage dans un environnement fictif par rapport à des questions vives d'environnement, de développement durable, de santé, de citoyenneté, soit il joue le rôle d'un élément du processus. Sur votre gauche, vous avez un jeu de rôle par rapport à l'éducation à la santé. Sur votre droite, vous avez un jeu de rôle par rapport à des planètes qui tournent les unes par rapport aux autres. Le jeu de rôle n'est pas simplement limité au jeu de rôle par rapport aux environnements fictifs. Alors c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. Quand j'étais prof au lycée Carnot, j'utilisais déjà la danse des chromosomes pour faire comprendre la méiose et la mitose. Vous voyez, à des terminales, et ça marche très très bien. Du moins, les évaluations montraient que l'apprentissage était meilleur que par des schémas. Bon, depuis, on a beaucoup utilisé ces jeux de rôle directement dans, par exemple, des réactions chimiques, jouer les atomes ou les molécules avec des valences, etc., des réactions de covalence, ou éventuellement dans des choses un peu plus compliquées comme la photosynthèse. Et là, avec différents niveaux de jeux de rôle, soit pour des écoles primaires en travaillant simplement sur des personnages qui sont l'eau, la terre, le soleil, la plante, le gaz carbonique, soit avec des plus grands en travaillant sur le CO2, la lumière et l'eau, ou allant pour un public universitaire sur les réactions lumineuses ou sombres. Alors, ces jeux de rôle, on peut les avoir de différentes manières. On peut les avoir simplement très frustres, avec des personnages qui miment, des personnages qui en plus peuvent avoir des cartels, qui représentent ce qu'ils sont, ou éventuellement on peut aller jusqu'au déguisement, si vous voulez. Alors ces jeux de rôle ont été utilisés à différentes fonctions, soit pour interpeller, soit pour comprendre. Et là, par exemple, la photo du bas, c'est on fait comprendre des enfants d'école maternelle le recyclage d'un PET, de bouteilles de plastique, si vous voulez, en lui faisant faire le cheminement de ce matériau. Comprendre et modéliser, où là on peut travailler à la fois sur des
expériences concrètes et en même temps sur la simulation par un jeu de rôle sur l'arc-en-ciel, par exemple, sur les couleurs d'arc-en-ciel. À travers ceci, bien sûr, la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe concrètement. C'est ce qu'on reprend évidemment dans les situations fictives de simulation, où on prépare une action, où on anticipe. Et là, c'est le jeu de rôle classique qu'on peut utiliser pour justement prendre situer une question vive et voir qu'est-ce qui se passe à l'absence de risque ou par entraînement. Et on travaille là sur l'argumentation, la clarification des valeurs. Les thèmes, évidemment, l'un des thèmes, c'est des questions vives, de l'environnement, du développement durable, de la santé. Les formes du jeu de rôle, ça peut être le conseil municipal, ça peut être un tribunal, ça peut être une émission de télé, ça peut être une conférence de consensus. Et là aussi, on peut jouer avec des personnages réels déguisés pour débattre et clarifier les valeurs. Alors, les personnes reçoivent soit simplement des titres de personnages qu'ils choisissent ou qu'ils tirent au sort, soit éventuellement, ils peuvent avoir, par exemple, sur Jeux à Grippe, déjà un petit commentaire sur qui ils sont. Humoriste de service, sans idée, pour ou contre les vaccins, mais souhaitant briller par de bons mots, vous voyez, donc là. Ou carrément, on peut donner des cartes où on donne carrément le portrait du personnage avec des phrases qu'il doit formuler. Ces jeux de rôle peuvent être utilisés en improvisation pour motiver et interpeller sur un sujet, ou ils peuvent être utilisés après tout un travail de recherche documentaire pour enrichir un personnage comme bilan et pour évaluation, par exemple. Ce sont ces jeux de rôle éventuellement qu'on réutilise aussi en éducation thérapeutique ou en santé pour prévenir, pour anticiper sur les pathologies, par exemple. Dans le diabète, on fait beaucoup de jeux de rôle pour anticiper sur les complications du diabète au niveau des yeux, au niveau des pieds, par exemple. Ou éventuellement pour réagir, c'est-à-dire en cas de crise, qu'est-ce que je peux faire? Dans le cas de l'asthme, par exemple, suivant le degré de crise, quel est mon type de réaction que je dois mettre en œuvre? On peut travailler sur le stress. On pourrait développer ça par la suite. À travers ces jeux de rôle qui sont à la fois fabriqués et évalués, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de changement total de mentalité à travers le jeu. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que le jeu, pour moi, est un outil. À lui seul, il ne va pas forcément provoquer quelque chose. Du moins, ce qu'il peut provoquer, c'est une sensibilisation. C'est un questionnement. Mais il ne va pas complètement changer une mentalité, changer totalement un comportement. Là, c'est une combinatoire d'actions qu'il faut mettre en place. On pourra en discuter ensuite. Alors bien, ce qui permet le jeu, c'est de se confronter à un système, à une situation, à comprendre les mécanismes et éventuellement à commencer l'élaboration des connaissances. Mais l'élaboration des connaissances ne se fait pas uniquement par le jeu. D'autres paramètres sont importants à mettre en place. J'en parlerai ensuite s'il y a des questions là-dessus. Éventuellement, ça peut simplement donner des clés de lecture. Alors, à travers les jeux de rôle, évidemment, on peut très bien envisager d'autres types de jeux de rôle. Par exemple, les théâtres d'ombre. Au lieu de jouer en direct, les personnages jouent à travers des marionnettes, par exemple. Ça se fait dans une boîte de chaussures. Les personnages peuvent jouer aussi avec des masques. C'est parfois plus facile de jouer avec des masques pour exprimer qui on est, ce qu'on voudrait et ses problèmes. On peut jouer aussi sur le théâtre de banc, toujours indirectement. Ou éventuellement, on peut utiliser aussi le théâtre interactif, c'est-à-dire il y a des joueurs professionnels qui démarrent une situation, à un moment ça s'arrête et on demande au public de venir prendre la place des joueurs professionnels. Alors voilà toute une série de possibilités sur lesquelles on va discuter par la suite. Et ensuite, bien sûr, aujourd'hui, nous travaillons, nous, sur les serious games aussi, en transformant généralement les jeux de rôle par le biais du numérique. Mais ça, j'en discuterai après dans la discussion. Voilà, je vous remercie pour ça. Vous venez de dire que le jeu ne change pas, alors peut-être que c'est pas le jeu en général, c'est que le jeu de rôle, je ne sais pas, change pas totalement le comportement, ou ne peut pas permettre un changement de comportement. Voilà, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que d'après vous, un jeu, et donc un outil d'ordre hybride, c'est-à-dire à la fois jeu et éducatif, peut permettre une modification des représentations d'une personne, puisqu'on sait que les conceptions, les représentations des gens sont des freins à la modification du comportement. Et si on prend la théorie d'Albright, enfin, il y a les noyaux centrales, etc.,
est-ce qu'un jeu peut permettre une modification du noyau central de la représentation ou d'une représentation d'une certaine façon, d'après vous? Ça dépend quel savoir. Si je veux apprendre à ne pas mettre les doigts dans la prise, là je peux jouer avec la prise, j'apprendrai tout de suite. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Mais si je veux apprendre par exemple la physique quantique ou même la photosynthèse, le jeu ne suffit pas. Et là, c'est tout le travail que nous faisons au laboratoire sur apprendre. Et on s'aperçoit que si on veut apprendre, vous voyez, il faut toute une série d'éléments. Alors le jeu correspond à un certain nombre d'éléments, mais ne suffit pas à avoir tous ces éléments-là dans un système. Alors là, on pourra discuter après des éléments que peut prendre en compte le jeu, mais des éléments manquent dans ce système. Et donc le jeu doit être mis en interaction, et même là aussi parfois en antagonisme, avec d'autres éléments, notamment les apports du prof, par exemple. Simulation comme du jeu. Et dans ce cas-là, est-ce que à travers la simulation, il n'y a quand même pas de la connaissance qui passe? Ça dépend dans quel contexte. Vous faites la simulation, mais c'est vrai qu'on apprend à piloter un avion à travers la simulation. Ces choses-là marchent, ça marche le jeu. Mais essayez d'apprendre la physique quantique par du jeu, ou même. Je connais un jeu de physique quantique. Ah ouais, bon, on peut jouer cet après-midi, j'aimerais bien. Pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la forme prenne plus la part sur le fond et du coup les apprentissages soient mal ancrés? Tout à fait, c'est aussi un risque. C'est comme en science, rien n'est parfait en pédagogie, en éducation. Parfois, l'aspect ludique l'emporte le savoir. Mais c'est la même chose pour un film ou pour une bande dessinée. Parfois, l'histoire de la bande dessinée fait qu'on va s'approprier le personnage et oublier le contenu qui est derrière. C'est un risque. C'est pour ça qu'il faut avoir des contre-pouvoirs. Et d'un contre-pouvoir notamment, il y a un contre-pouvoir important, mais là aussi il faudrait inventer des jeux. C'est tout le contre-pouvoir de la métacognition, la réflexion sur. Et notamment réfléchir qu'est-ce que c'est qu'apprendre d'une part, et qu'est-ce que c'est que jouer pour apprendre, par exemple. Oui. Est-ce que cette question de la forme qui l'emporte sur le contenu ne s'applique pas même au contexte formel de l'éducation, c'est-à-dire aussi dans la façon classique d'avoir un bouquin, parfois la forme. Ah, tout à fait, tout à fait. Un beau prof peut vous détourner du contenu. On sait que c'est une étudier, on apprend que c'est étudier. Et inversement, pour lui faire plaisir, on peut apprendre. Oui, c'est très c'est ça le problème de l'apprentissage, tout est complexe. Ça se joue à quelques chouilles après. Donc là, c'est ça, c'est l'importance des paradoxes. C'est une tension, des choses contradictoires. Mais pour ça, il faut sortir de la logique cartésienne habituelle en France, où on veut que ce soit ou l'un ou l'autre. Et donc on se dispute depuis 30 ans sur plaisir et effort, alors que les deux sont absolument nécessaires pour apprendre. C'est parce qu'on fait des efforts qu'on trouve du plaisir, et éventuellement le plaisir, c'est faire des efforts. On se doit de citer ici la chanson de Brassens, la maîtresse d'école, qui a fait de tous ses élèves des premiers de la classe en leur distribuant des baisers. Et puis bon, après, ça lui a été interdit et ils sont tous redevenus derniers de la classe ex aequo. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, elle est assez savoureuse.